offrir un panorama plus global de cette Sportec en accueillant Jacques Darigo qui va nous rejoindre. Jacques, 200 entreprises constituent la Sportec française. Et elles sont pas si nombreuses quand même à avoir réussi à travailler lors des Jeux. Alors comment on va plus loin dans l'intégration d'innovation au sein des GESI? De quelle arme dispose cette Sportec pour se développer ici ou ailleurs? Eh bien, c'est ce que vous allez nous raconter pendant une dizaine de minutes. Merci Jacques. Merci Gaëlle, merci beaucoup. Bonjour à tous, très heureux d'être là. Ça fait un petit moment que je vous vois tous assis dans la salle et on a ce petit fascicule que tout le monde a bien sûr dévoré depuis votre arrivée dans la salle. Donc on ne peut pas avoir 30 minutes de sport par jour devant les yeux et rester assis toute une matinée. Donc on va commencer par se lever tous ensemble là, pendant 30 secondes. On ne va pas faire 30 minutes, je vous promets, parce que je suis ni prof de sport ni prof de yoga. Et on va se servir de ses mains parce qu'un événement comme ça, c'est beaucoup de travail. Et il y a beaucoup de gens qui sont derrière l'organisation d'un événement pareil. Il y a la Global Sport Weeks avec Marie Jaillant. Il y a évidemment GL Events. Il y a évidemment Comeover. C'est des gens qui, pour la plupart, sont dans la salle et qui sont souvent dans les coulisses qu'on ne voit pas toujours sur la scène. Donc pour toutes ces personnes qui ont mis en place un événement pareil, on va utiliser nos mains et on va les applaudir très fort. Et comme je suis dans une position stratégique entre l'apéritif et le déjeuner, on va aussi se détendre un tout petit peu les bras. Voilà, comme ça. Voilà, dans les deux sens. Voilà, parfait. On peut se rasseoir, merci. C'était les 30 secondes de sport avant mon intervention sur la Sportec. Moi, l'histoire que j'ai envie de vous raconter, c'est l'histoire d'Arthur. Arthur que j'ai rencontré pour la première fois hier soir, qui a 23 ans et qui n'est pas très bien orienté. Après avoir passé son baccalauréat, il part en fac d'informatique. Et Arthur, il est à Toulouse en fac d'informatique. Et en fait, c'est pas vraiment le chemin qu'il a envie de suivre parce qu'il s'embête. Il s'embête. Est-ce que c'est parce qu'il a mal été orienté? Est-ce que c'est parce qu'il a mal choisi? Est-ce que voilà, il regrette de ne pas avoir connu plutôt l'école de Xavier Niel, qui permet à des jeunes aujourd'hui de découvrir ce que c'est l'entrepreneuriat et l'innovation. Et un jour, il regarde une vidéo sur Internet. Cette vidéo qui devient virale sur YouTube, c'est deux personnes dans un stade de foot qui ont une relation intime, probablement le père et le fils ou deux amis de longue date. Et sur ces deux personnes, il y a une personne qui est malvoyante et qui donc ne peut pas observer ce match de manière naturelle. Et la personne qui est à côté d'elle, plutôt que de la laisser entre guillemets subir cette situation, dessine sur sa main les mouvements du ballon. Et donc ça permet à la personne qui est malvoyante de suivre de manière très tactile l'évolution de ce match. Et Arthur, qui est en fac d'informatique et qui, comme tous les jeunes, passe malheureusement un petit peu trop de temps sur les écrans, se dit il y a un truc à faire. Et c'est souvent comme ça que démarre l'entrepreneuriat, c'est sur une idée folle. Et il décide de se lancer dans la création d'une vraie tablette, parce que tout le monde n'a peut-être pas le réflexe de se servir de la main de son voisin pour faire vivre ce genre d'expérience. Et il lance une boîte qui s'appelle Touch2See. Touch2See, aujourd'hui, c'est une société qui est basée à Toulouse, qui réunit 10 collaborateurs, qui a dépassé quelques centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, alors que leur produit est commercialisable que depuis quelques mois, et qui a été un des partenaires des Jeux Olympiques. Voilà, donc ils se sont retrouvés sur 16 terrains de jeu, avec une tablette physique, donc ce n'est pas un iPad, c'est une tablette physique, sur laquelle le ballon se déplace. Ça marche pour le foot, ça marche pour le basket, ça marche pour le rugby. Et quand il y a un but, la tablette, elle vibre. Et en parallèle, la personne qui est malvoyante, elle a dans les oreilles un audio descriptif de ce qui se passe sur le terrain. Et la personne vit le match dans des conditions qui sont ultra optimisées. Donc, je ne vais pas vous citer les 200 entreprises qui sont présentes dans le collectif Sportec, mais il n'y a que des histoires individuelles de ce genre-là, où en fait, on a des gens qui sont ultra passionnés, qui ont des idées, parfois sur une vidéo qui circule sur Internet, parfois sur un constat qui a vraiment un manque. Moi, je suis l'associé d'une boîte qui s'appelle Footbar, où Sylvain, qui a l'idée au départ, se retrouve après son école d'ingénieur dans la Silicon Valley, et il se dit comment ça se fait qu'aux États-Unis, tous les sports soient autant connectés et que le football, qui est le sport le plus pratiqué au monde, ne puisse pas bénéficier de data accessibles à tous. Donc il y a toujours derrière l'histoire de chacun et chacune une puissance qui vient de l'intérieur. Je pense à Manon de Second Relais, qui est basée à Nice,
qui se dit comment ça se fait qu'il y ait autant d'équipements sportifs dont on ne puisse plus se resservir parce que finalement, on jette nos baskets, on a un peu trop couru avec, on a envie d'acheter une nouvelle paire et on ne fait rien de l'ancienne paire et ça part à la poubelle. Alors que si on offrait une seconde vie à ces produits-là, il y aurait forcément des gens qui seraient intéressés pour les récupérer. Bon, les exemples comme ça, il y en a des dizaines de milliers dans le monde entier. Et nous, on a dit, on a besoin de fédérer ces forces-là autour d'un collectif qui porte cette parole de l'innovation et de l'impact. Pourquoi ? Parce que si on considère que le sport est une denrée figée, eh bien en fait, on ne va pas faire progresser la pratique. Ça ne suffira pas de croire qu'avec des clubs d'athlétisme, de foot, de basket ou d'aviron, on va pouvoir donner envie aux jeunes de rejoindre ces sports-là. On a eu énormément de chance avec les Jeux de Paris. Il y a des impacts qui sont considérables. On a dénombré dans le rapport qui a été fourni par le comité olympique 57 innovations. Elles n'ont pas été toutes très visibles. Il y a eu des innovations dans le vestiaire, comme ils disent dans leur rapport que je vous invite à lire. Rapport qui a été piloté par l'équipe d'Omar et de Claire, qui sont vraiment des acteurs de l'innovation. Sur ces 57 innovations, par exemple, il y a eu la modélisation 3D de tous les espaces où il y a eu des événements. Voilà, donc ça a permis en amont de travailler sur la sécurité, on l'a vu un peu plus tôt ce matin, par exemple. Il y a eu aussi la partie visible, donc dans les stades, pour la fan expérience. On a parlé de réalité augmentée juste avant, on a parlé de réalité virtuelle, on a parlé de tous ces sujets-là. Voilà. Ça veut dire quoi concrètement pour nous, Sportec? Ça veut dire 17 entreprises mobilisées. Voilà, 17 sur 200. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, mais c'est sûr que nous, comme on est des compétiteurs, on a envie d'aller plus loin. On a envie d'aller plus loin, on a envie que ça ne soit pas 17, on a envie que ça soit 200, on a envie que toutes les entreprises soient mobilisées autour d'un événement pareil, parce que nous, on intervient sur tous les domaines du sport. Les 3 domaines principaux sur lesquels on intervient, il y a la fan expérience. Généralement, je termine par ça, mais comme j'ai parlé de Touch2See et de réalité virtuelle, je peux citer Immersive, qui est une société qui est dirigée par Emmanuel, qui est une super entrepreneur qui fait plus de chiffre d'affaires à l'étranger qu'en France. Comme quoi, parfois, c'est aussi un axe de développement de démarrer son activité à l'étranger, notamment avec la NBA où elle a énormément travaillé avec eux. On a la pratique sportive pour les amateurs. C'est pour ça que nous, on a été extrêmement fiers de nouer des liens très forts avec le ministère des Sports et avec la Grande Cause Nationale. Voilà, la Grande Cause Nationale, on a monté un projet avec eux qui a permis de financer 3 startups innovantes qui donnent, encore une fois, envie aux jeunes et aux moins jeunes, parce que c'est vrai qu'on s'intéresse énormément à la jeunesse, qui a beaucoup de retard. Je pense que c'est un chiffre que vous avez peut-être lu dans les Échos hier matin, une tribune signée par l'Union Sport et Cycle et un collectif qui est là pour faire bouger la France également. 119e nation sur 146. Je répète, parce que souvent, c'est des chiffres qui passent comme ça, mais voilà, moi j'ai 2 enfants, ça me pèse de dire qu'on vit dans un pays où on est 119e sur 146 sur la pratique sportive chez les adolescents. Voilà. Chez les 11-17 ans, chez les 11-17 ans, il y a plus de 70% des jeunes qui n'atteignent pas le niveau de pratique physique minimum fixé par l'OMS. Est-ce qu'on peut, en France, pays ultra développé, se satisfaire de ces chiffres-là à 3 mois post-JO? Je ne pense pas. Je ne pense pas que ça soit acceptable. Donc on a vraiment besoin d'une prise de conscience de tout l'écosystème. Parce que la réalité, c'est que les startups, on a beau être 200, on est plutôt fragile. Pourquoi on est fragile? On en parlait avec Christophe Carniel de Vogo, on a vu Barbara tout à l'heure en parler. Parce qu'en fait, on est dans un univers d'innovation. Donc qui dit innovation dit R&D. Qui dit R&D dit de l'argent investi pendant plusieurs années pour tester. Avant de pouvoir lancer un produit fini, encore une fois, que ce soit un capteur connecté, que ce soit de l'analyse de commotion cérébrale, de l'arbitrage vidéo, ou bien une pelouse synthétique améliorée, comme fait Natural Grass, qui va me tuer quand je vais dire ça, parce qu'en fait, c'est une pelouse hybride, c'est une pelouse naturelle, à base d'un substrat hybride, qui permet d'économiser des tonnes et des tonnes de litres d'eau, parce qu'ils ont un nouveau concept qui permet de ne plus avoir besoin d'arroser les pelouses des stades, des hippodromes et des golfs. Je ne sais pas si vous voyez l'économie d'eau pour la planète que ça représente. Ça, c'est des sociétés qui sont chez nous à la Sportec, qui ont passé des années et des années à trouver des innovations majeures, avec des brevets bien sûr, mais pour financer ces innovations, il faut des sous. C'est pour ça qu'on s'appelle start-up et pas PME. Une start-up, c'est par définition
une aventure risquée. D'ailleurs, venture capital en anglais, c'est ça. J'investis avec une prise de risque qui n'est pas la même que si je mets 1 000 € sur un livret A. Donc tous les business angels potentiels qui sont dans la salle, parce que même avec 100 €, même avec 1 000 €, on peut participer à des opportunités de crowdfunding. Il y a plein de sociétés qui participent, qui profitent de ce mode de financement parce que c'est de plus en plus populaire. Tous les fonds d'investissement et toutes les institutions qui sont aujourd'hui dans cette salle ont besoin de se mobiliser pour aider l'innovation. Ils ont vraiment besoin de se mobiliser parce que, encore une fois, on ne peut pas se satisfaire de Jeux olympiques extraordinaires qui ont mobilisé tout un pays, qui ont mobilisé le monde entier autour de la beauté, autour de tous les athlètes français qui ont gagné des médailles, que ce soit des Jeux olympiques ou des paralympiques. On a eu énormément de succès sportifs. Ça ne peut pas s'arrêter là. Voilà, ça peut pas s'arrêter là. Alors, c'est quoi les solutions ? C'est quoi les solutions en dehors de dire qu'effectivement, on a encore du chemin à parcourir ? Les solutions, c'est déjà de travailler avec les institutions au quotidien. Donc, ce qu'on a fait depuis maintenant presque 1 an, on a signé une convention avec le ministère des Sports l'année dernière. Il y avait également le secrétaire d'État au numérique. Et c'était un événement qui avait lieu à la BPI. La BPI a décidé depuis quelques mois de lancer un accélérateur spécifique pour la Sportec. C'est quoi un accélérateur ? C'est un espèce de MBA pour une vingtaine de sociétés qui, pendant 1 an, vont être accompagnées avec des gens de très haut niveau, d'HEC, avec des gens de divers horizons, parce que la réalité, c'est que quand on est entrepreneur, on ne sait pas tout faire. Hein, un ingénieur qui se lance, souvent, il a une compétence très technique, très scientifique. C'est difficile de trouver un cofondateur ou un late founder. En anglais, ça se dit late founder, c'est pas très bon à traduire en français parce qu'un fondateur en retard, ça fait pas bon genre. Mais en vrai, le sujet, c'est comment on fait pour trouver des compétences complémentaires, que ce soit des compétences commerciales, des compétences financières, des compétences juridiques, etc., etc. Donc, on a besoin d'accompagner les entrepreneurs au quotidien. C'est ce qu'on fait avec la BPI. Ensuite, on en a parlé, on a besoin de fonds. Alors, par exemple, je prends un exemple très concret, on a un gros industriel en France, qui est un équipementier et un retailer de renom, qui s'appelle Decathlon, qui a lancé en juillet un fonds spécifique qui s'appelle Decathlon Pulse. Ils font de la fusion-acquisition, du M&A, ils font du venture et ils font aussi un startup studio. Donc ça, c'est des initiatives remarquables, voilà, à condition de vraiment, effectivement, accompagner les startups dans leur développement. Ça passe par du financement, ça passe par des relais commerciaux. Il y a plus de 1000 magasins Decathlon dans le monde entier. Voilà. Donc ça, c'est très, très important. Et puis, on a ceux dont c'est le métier, les banques et les fonds d'investissement. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de plus en plus de fonds d'investissement dont l'une des thèses est le sport. La vérité, c'est que le sport a souvent été considéré en France comme un peu le parent pauvre. À l'école, on n'a pas une pratique sportive qui est suffisante, on le voit bien dans les chiffres. Le prof de PS était souvent considéré comme pas forcément le professeur le plus important. On rentre dans les grandes universités françaises et les grandes écoles sans aucune condition athlétique. Il n'y a pas d'épreuve de sport pour rentrer dans les grandes écoles de commerce et d'ingénieurs en France, à part à Polytechnique. C'est déjà pas mal. Comment ça se fait ? Comment ça se fait qu'aux États-Unis, on puisse bénéficier de bourses incroyables si on est un bon athlète, une bonne basketteuse, un bon joueur de football américain, etc. Donc on a quand même des choses à apprendre un peu de partout, de s'inspirer par exemple de nos amis australiens qui sont venus nous voir il y a 18 mois à Vivatech en nous disant c'est incroyable, vous accueillez les jeux, comment vous faites, c'est quoi votre recette miracle ? Et en fait, en creusant un peu, la Sportec en Australie, c'est 750 entreprises. Ils sont 4 fois plus gros que nous. C'est 11% de l'investissement national du pays. Ils sont plus gros que la FinTech. Voilà, donc nous, on a cette volonté-là, et c'est vraiment un virage stratégique qu'on a pris avec le bureau de la Sportec, qui est composé de 10 entrepreneurs et de 2 permanents qui sont dans la salle, Jules et Eleonore qui nous accompagnent au quotidien. La réalité, c'est que si on veut faire bouger les choses, il faut qu'on aille voir les institutions. On a été reçu hier à l'Élysée par 3 conseillers. On a été la semaine dernière voir le nouveau ministère du numérique. On a un partenariat avec le CNOSF qui est fantastique. Voilà, en espérant que ça puisse bouger avant les prochaines élections, puisqu'il y a des échéances électorales, donc parfois c'est un peu plus lent sur la fin des mandats, mais on va essayer de faire bouger quand même un peu les choses. On travaille avec l'INSEP. On a monté pour la première fois un consortium
sur l'IA générative avec 5 sociétés de la Sportec. C'est un consortium qui intervient dans le cadre de France 2030. Quand on parle de Deep Tech en France, quand on parle de France 2030, on parle souvent de réindustrialisation du pays, mais on ne parle jamais de sport. Et c'est ce qu'on dit aux gens, c'est-à-dire mettez-nous au moins dans les rubriques éligibles. Sinon, il faut qu'on se mette dans numérique, digital, bien-être, santé. Ce n'est pas acceptable que le sport, qui pèse 2,8% du PIB en France, ne soit pas revendiqué comme un axe majeur de développement économique. Voilà. Donc, je ne vais pas vous raconter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, ces magnifiques profils qui composent les 200 entreprises qu'on a au sein de notre collectif. Mais je vous invite quand même à aller voir, par curiosité, le site sportecfr.com, sur lequel vous allez vous rendre compte de la diversité des solutions innovantes qui sont déjà à notre disposition. Encore une fois, hier, à l'Élysée, il y a eu des choses qui ont été dites sur, par exemple, comment ça se fait qu'on ne vous connaisse pas. Il y avait 12 entreprises autour de la table. Comment ça se fait qu'on ne vous connaisse pas? Alors, c'est franchement pas très difficile de faire ce qu'on appelle des demo days, c'est-à-dire des intervenants de différentes sphères privées, publiques, voilà, des universités, et de mettre des solutions innovantes face à eux, pas le jour des Jeux Olympiques 2030 quand ils arriveront dans 5 ans et demi, mais dès maintenant, début 2025, avec le nouveau COJO qui sera nommé, que ce soit à Nice, Annecy, à Lyon, c'est pas important, mais nous, on veut être partie prenante de Jeux Olympiques d'hiver en 2030, qui seront encore plus innovants. Pourquoi? Parce que ça voudra dire que les chiffres pas terribles sur la pratique sportive de nos jeunes et sur la nécessité aussi de faire bouger nos seniors, eh bien, ces chiffres-là, forcément, avant même que les Jeux démarrent en 2030, ils seront bien mieux orientés. Et nous, ce qu'on vise, ce n'est pas la 7e place qu'on occupe aujourd'hui au classement mondial sur le classement des levées de fonds des 4 dernières années. On a levé 1 milliard, c'est pas mal, hein, c'est quand même un peu d'argent sur les 4 dernières années, avec un Sorar qui a fait une grosse partie de cette levée, il faut être clair. Mais nous, on vise le top 5 et même le top 3. Voilà, donc on a beaucoup d'ambition pour faire grandir ce collectif, pour faire grandir l'innovation, parce qu'à la fin, ce qui nous intéresse, c'est de voir le maximum de gens bouger. Et je suis sûr que dans cette salle, vous êtes déjà tous convaincus. Et je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt.